ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. On parle beaucoup de ces temps-ci, bien sûr, à cause du conflit au Proche-Orient, de l'État d'Israël, que certains dépeignent comme un État nazi. Il y a même un humoriste français, c'est quand même fou. On en a parlé hier avec Christian Rioux, qui a comparé le premier ministre Benjamin Netanyahou à un nazi sans prépuce. Donc, est-ce que Israël serait un État nazi ou au contraire la seule démocratie de la région? On va répondre à toutes ces questions-là avec Christian Rioux, qui est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Christian, on pose pas vraiment la question. Je pense qu'on y répond surtout aujourd'hui. Oui, on va essayer d'y répondre parce que j'ai le sentiment que depuis quelques jours, on entend des discours surréalistes sur Israël et sur le conflit israélo-palestinien. Des discours, je vous dirais, complètement fantasmés. D'abord, le massacre du 7 octobre n'aurait pas eu lieu. Vous savez que sur TikTok se répandent des points de vue négationnistes qui disent non, ça n'a pas eu lieu, ça ne s'est pas produit. On a les images, on a tout. Tous les journalistes du monde entier l'ont vu, mais c'est pas grave, ça n'existe pas. On traite, vous l'avez dit, Netanyahou de fasciste. On parle de l'offensive en ce moment, que la réplique en fait israélienne à ce qui s'est passé le 7 octobre, on décrit ça comme un génocide. On parle d'Israël comme d'un régime d'apartheid. Excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il faut revenir sur terre. Alors, commençons par le début. Commençons par Absolument. le début. Quelle est la définition de l'apartheid et en quoi cela s'appliquerait-il en Israël? On va commencer par ça. Un exemple parmi d'autres. Commençons, allons-y avec ça. L'apartheid, c'est un État dans lequel des Noirs et des Blancs n'ont pas les mêmes droits. C'est-à-dire que les Noirs n'ont pas le droit de voter, les Blancs ont un certain nombre de droits. Je lisais, c'était assez amusant, un article récemment dans la presse québécoise où on nous parlait d'un petit village où Palestiniens et Juifs vivaient en harmonie. Mais ce village où Palestiniens et Juifs vivent en harmonie, c'est Israël. Oui. En Israël, il y a 9 millions d'habitants et il y a 2 millions d'Arabes qui vivent en Israël qui ont exactement les mêmes droits que les Juifs. Ils ont le droit de vote, ils ont exactement tous les mêmes droits. Ils ont même des partis politiques, ils sont représentés à la Knesset. À la Knesset, voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'ils n'ont pas seulement le droit de vote, mais le droit ils sont éligibles, donc il y a des députés et théoriquement, Absolument. Ils pourraient accéder au plus haut pouvoir de l'État. Donc, quand on parle de ségrégation, elle est où la ségrégation? À l'intérieur d'Israël, en tout cas. Absolument. Et l'État d'Israël, vous l'avez dit, est la seule démocratie de la région. Et décrire Netanyahou comme fasciste, écoutez, c'est une aberration. Moi, je suis allé plusieurs fois en Israël, j'ai couvert les élections de Netanyahou et je peux vous expliquer pourquoi Netanyahou est au pouvoir aujourd'hui. Netanyahou est au pouvoir aujourd'hui, c'est un homme de droite, une droite assez dure, mais c'est pas du tout un fasciste. Et il est au pouvoir parce que il y a eu la deuxième intifada. Parce que la deuxième intifada, où des kamikazes venaient se faire sauter à côté des écoles des parents des Israéliens, à côté des terminus d'autobus, a annihilé, a exterminé toute possibilité de négociation d'un État palestinien alors qu'on discutait de ces choses-là. La gauche israélienne est morte. Elle est disparue, je l'ai vue, moi, elle est disparue dans le temps de le dire, parce que la gauche était là pour essayer de négocier avec les Palestiniens, mais il n'y avait plus d'interlocuteurs. On ne négocie pas avec le Hamas, on ne négocie pas avec un kamikaze. Et qu'ont fait les Israéliens? Eh bien, ils se sont reportés sur un homme qui avait l'air assez dur, avec une poigne assez dure, dont le programme n'était pas très original et très brillant, et c'est Netanyahou. Et donc, voilà, Netanyahou a été réélu depuis parce que la situation est pourrissante quelque part en Israël, et les Israéliens n'ont pas d'interlocuteur pour parler d'un État palestinien. Ils en avaient un à l'époque de Yasser Arafat qui reconnaissait l'existence d'Israël. Et qui dénonçait le le Hamas. ne reconnaît pas l'existence. Oui. Et voilà. Oui, absolument.
Et le Hamas ne reconnaît pas l'existence d'Israël. L'objectif du Hamas, c'est de jeter les Juifs à la mer. C'est ça l'objectif du Hamas. C'est écrit dans sa constitution. Il faut le répéter sans arrêt. Et donc, voilà pourquoi Netanyahou est au pouvoir. Il n'y a rien de mystérieux dans le fait que Netanyahou soit aujourd'hui au pouvoir. Ouais. Et donc, et si je peux me permettre de rajouter quelque chose qui est très important, c'est que au cours des derniers mois, je dirais depuis 6 mois, il y a à l'intérieur même d'Israël une énorme contestation de Netanyahou. Les gens sont descendus manifester dans les rues parce qu'ils étaient contre les décisions de Netanyahou. Et pourquoi en Israël les gens peuvent descendre dans la rue et contester le pouvoir en place? Parce que c'est une démocratie. La dernière fois que les gens sont descendus dans la rue à Gaza, est-ce qu'on peut rappeler comment le Hamas s'est comporté avec les gens qui contestaient le leadership du Hamas? Oui, et notamment avec les homosexuels qu'on a jetés en bas des immeubles. Oui, c'est connu. Donc, oui, effectivement, écoutez, Israël n'a pas besoin de la gauche occidentale ou de l'extrême gauche occidentale pour avoir une opposition chez elle. Elle a tout ce qu'il faut et tout le monde sait que Netanyahou ne sera pas réélu prochainement, que son mandat arrive à terme et qu'il sera probablement sévèrement puni un peu pour la négligence. Mais et je vous dirais que on entend aujourd'hui un peu n'importe quoi sur l'offensive israélienne. Je le répète, on peut être pour ou contre cette offensive. Il y a des gens qui pensent que ça ne donnera rien, qu'on ne pourra pas éradiquer le Hamas. Il y a des gens qui pensent que le coût en vie civile, en innocence, sera trop élevé. Je pense qu'il y a place pour tous ces débats. Mais on ne peut pas nous faire croire que cette offensive est un génocide. Et c'est le mot aujourd'hui que, je vous dis, on utilise des mots qui n'ont strictement aucun sens. D'abord, cette offensive, elle est une réplique. Elle est une réponse à quelque chose. Elle est une réponse au 7 octobre, à l'espèce de pogrom qui s'est produit le 7 octobre. Donc, voilà, elle ne vient pas de nulle part. Ensuite, rappelons-le, elle est le fruit d'un gouvernement d'union nationale. C'est-à-dire que Israël est une démocratie, vous l'avez répété, et non seulement c'est une démocratie, mais pour l'occasion, se sont réunis au sein d'un même gouvernement les leaders de l'opposition. Donc, Benny Gantz, par exemple, qui est le principal leader d'opposition, a intégré le gouvernement. C'est pour dire c'est un conseil de guerre. Oui. C'est pas Netanyahou qui décide tout seul dans sa chambre avec une supposée extrême droite. Ce qu'il va faire, il décide ça dans un conseil et il est soutenu par Yair Lapid, qui est le grand leader centriste, qui lui n'a pas intégré le gouvernement, mais quand même soutient l'offensive. Donc, on n'est pas du tout dans une espèce de fantasme d'extrême droite où on essaierait de faire un génocide. Et je m'excuse, moi les cheveux me hérissent à chaque fois que j'entends Israël tue des enfants. Écoutez, les djihadistes du 7 octobre ont égorgé des enfants. On a des images de ça, on sait ça. Bien sûr, dans la réponse israélienne, il y a des enfants qui meurent. Mais vous savez, il y a des enfants qui meurent sous les bombes ukrainiennes. On soutient l'Ukraine dans son combat. Mais évidemment, les bombes ukrainiennes tuent aussi des enfants, tuent aussi des civils. Les bombes sur Dresde des de la Alliés, Deuxième Guerre. Oui. De la Deuxième Guerre mondiale, des bombardiers américains tuaient des civils et en ont tué d'ailleurs énormément, 35 000 à Dresde. C'est pas rien. Donc évidemment, on tue des innocents dans une guerre, dans toutes les guerres, on tue des innocents. Mais ce n'est pas un meurtre volontaire. On ne vise pas des enfants dans une guerre comme celle-là. Au contraire, on fait tout ce qu'on peut pour l'éviter. Ouais. Or, on doit rappeler, en terminant, Christian, une information qui circule de plus en plus. Et là, les oreilles chastes, c'est pas facile à entendre. Mais il y a des gens des services de la morgue et des gens qui récupèrent les corps auprès de l'armée israélienne qui disent que dans un cas, il y a un père et une mère qui ont été assassinés
après que leur enfant a été placé dans un four et cuit vivant. Un enfant a été cuit dans un four. Ça n'a strictement rien d'étonnant, c'est-à-dire ça fait partie de tout ce qui s'est passé le 7 octobre, qui est absolument innommable. D'ailleurs, vous savez que l'armée israélienne ne voulait pas diffuser ces images. Elle refusait, elle les avait, et c'est quand on s'est mis à raconter un peu sur les réseaux sociaux que tout ça ne s'était pas passé ou que c'était pas finalement si grave que ça, qu'on l'a diffusé une première fois et aujourd'hui on la rediffuse une deuxième fois. Il semblerait qu'on va même les diffuser en Europe bientôt, ces images-là. Mais il faut les diffuser. Il faut les diffuser. Parce qu'il y a des négationnistes. Oui. Et vous savez, des négationnistes, il y en a eu auparavant. Mais nous sommes dans une situation étrange. On va se quitter là-dessus, Christian. On va se quitter là-dessus, absolument. mais savez-vous quoi? Demain est un autre jour et on aura l'occasion de revenir là-dessus, justement. Voilà. À quel point faut-il montrer ces images pour ouvrir les yeux de l'Occident qui ne veut pas les voir et qui remet en question l'existence de ces exactions? Merci beaucoup, Christian Rioux. Absolument. Merci infiniment, Sophie. À bientôt. À demain.